simplement l'équilibre entre les éléments déjà. Oui, d'accord, oui. Parce que ça, c'est assez aisément compréhensible. Comment les planètes, donc là on est en train de parler des rudiments de l'interprétation du thème, donc vous proposez de commencer par la répartition des planètes selon les éléments, d'accord. Oui, déjà ça. Et puis la répartition des planètes dans les signes émetteurs ou récepteurs. C'est-à-dire les signes pairs et impairs, oui, c'est ça? C'est ça, déjà, hein, je partirai de là. Et ensuite, je donnerai aussi de l'importance à la répartition des planètes dans le thème, à savoir si elles sont dans les zones diurnes ou nocturnes. Oui. Ça, ce sont des choses très basiques. Au-dessus de l'horizon. Voilà. Du côté de l'ascendant ou du côté du descendant. Et ce sont des choses très simples. Ah oui, attendez, ça c'est... Ah oui, oui c'est ça. Oui, ça font du ciel, ciel ou ascendant, descendant. Oui, parce qu'il y a aussi les deux axes à gauche et à droite. Voilà, hein, donc je regarderai déjà ça. Parce que avec ça, il y a quand même, au niveau des problématiques du thème, des choses assez fondamentales qui peuvent apparaître. C'est très simple, mais très fondamentales. Et ça permet aux gens, en plus de comprendre ou d'intégrer, de sentir aussi ce que sont ces éléments. Alors moi je ferai deux observations par rapport à ce que vous dites. Bon, plutôt par rapport à ce que vous ne dites pas. Mais j'ai pas fini. Oui, justement. Non mais bon, alors, enfin, je pense que vous êtes parti dans une autre direction, si vous voulez. Les éléments, d'accord, mais les saisons, par exemple, est-ce que c'est important? Oui, c'est important. Et puis aussi les types de planètes, enfin les classements de planètes. Par exemple, c'est une idée qui est un petit peu nouvelle, c'est-à-dire l'idée que il y a une différence entre connecter des planètes qui sont du même groupe et connecter des planètes qui ne sont pas du même groupe. Par exemple, par le groupe, j'entends par exemple d'un côté le groupe Mars-Jupiter-Saturne, de l'autre côté le groupe Soleil-Mercure, etc. Bon, la connexion entre deux planètes du même ensemble, c'est une chose. La volonté de connecter deux planètes qui appartiennent à des ensembles différents, très des problématiques compliquées. De même que connecter deux signes d'une même saison, ou de deux saisons qui sont connexes, comme par exemple le printemps et été, c'est relativement plus simple. Dès qu'on passe d'une connexion entre des saisons qui sont opposées ou qui sont tout simplement comme qui sont quand même séparées par l'équinoxe, c'est-à-dire printemps et hiver, ou automne et été, on a là des difficultés plus grandes. Et je crois qu'on n'insiste pas assez sur cette... Bon, c'est vrai qu'on a la notion de bon et de mauvais aspects, mais en fin de compte... Ce que vous dites là, oui, c'est une chose sur laquelle j'insiste très souvent dans les consultations. Ça se fait naturellement. C'est-à-dire que quand, par exemple, je commence à parler du thème à une personne, je peux lui parler de l'équilibre des éléments, de la répartition des planètes, et très souvent, je note justement ces associations particulières. Hein, c'est-à-dire dire, il y a tel groupe de planètes ou tel groupe de planètes voilà, qui s'harmonisent, ou au contraire, on peut rencontrer des aspects qui sont paradoxaux. Et tout existe dans une personnalité, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est une chose que je remarque souvent, ça, justement. Quand si, par exemple, on a un bloc planétaire, des planètes qui sont du même groupe, ou non, justement, ils sont associés, c'est une chose que je pense, ça, dans le début de la consultation. Parce que quand on entend par bloc planétaire, on entend souvent des configurations planétaires dans le thème, mais c'est pas la même chose, ça ne vous parle pas de ça. Vous ne parlez pas de... Si, je parle de planètes qui vont s'associer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des planètes qui structurellement sont différentes. Bien sûr, mais on peut remarquer par exemple qu'il y a des dominantes planétaires, qu'il y a des groupes qui dominent dans un thème et que justement ils ne s'associent pas. Ah oui, ça c'est un autre... Tiens, voilà Juliette. Je voulais vous faire votre reconnaissance. Voilà Guylaine Bourgogne. Bonjour. Juliette Campana. Bien, bonjour. Oui, parce qu'elle a l'intention de se lancer un peu dans la consultation astrologique. Enfin, assieds-toi, on va continuer un petit peu la conversation sur ce point, puis après on passera à autre chose. Vous êtes en train de nous parler, si j'ai bien compris, de la configuration du thème natal. C'est-à-dire qu'il y a des groupes de planètes qui sont... Voilà. Moi, je vous parlais d'autre chose, je vous parlais de groupes de planètes sur le plan astronomique.
c'est-à-dire des groupes de planètes en marge. Je ne parle pas par référence au thème natal, comme s'il y a une conjonction entre deux planètes de deux groupes différents. Oui. C'est ça que je veux dire. C'est un paradoxe. C'est-à-dire, par exemple, conjonction Saturne-Lune, par exemple, il y a le groupe saturnien et le groupe lunaire. Oui, d'accord. Donc, qu'il soit dans le thème conjoint, ça c'est un autre problème. Effectivement, à ce moment-là, on se dit que la personne essaye d'associer deux problématiques qui sont quand même très fondamentalement différentes. Oui. Donc, c'est moi ce que vous êtes en train de me dire, vous, c'est plutôt ce qui ressort de la structure du thème lui-même. Oui. C'est ça. Mais vous parlez de ce qui se passe au plan astronomique. Voilà, c'est ça. Là, ce que je vous dis, quand je vous dis qu'il y a deux groupes, quand je parle de groupes de planètes, je ne parle pas des groupes de planètes tels qu'ils apparaissent dans le thème natal, mais des deux groupes de planètes tels qu'ils apparaissent dans la réalité astronomique. D'accord. Un peu comme ferait Jean-Pierre Nicolas, par exemple, quand il distingue le groupe représentation et distance, transcendance. C'est-à-dire que quand il y a une tentative de relier des planètes qui sont fondamentalement quelque part différentes dans leur problématique. C'est une autre démarche que celle qui consiste à s'intéresser au fait qu'il peut y avoir un amas planétaire dans un endroit, un autre amas planétaire dans un autre endroit. C'est un peu ça que je voulais expliquer. C'était l'avantage de la méthode que je proposais, c'était que les gens comprenaient dans un premier temps, on leur expliquait dans un premier temps qu'il y avait des groupes planétaires distincts, pas dans le thème, mais dans le savoir astrologique, il y a des groupes planétaires distincts, il y a des groupes zodiacaux distincts, et après on voit dans le thème comment ça s'articule et comment les combinaisons se font par rapport à ça. Ça j'entends, mais j'étais pas non plus en train de dire que je commencerais à enseigner aux gens à remarquer les groupes planétaires et les configurations dans le thème, parce que ça serait trop tôt. Voilà, exactement. C'était pas ça dont je parlais. Non. Mais je rebondissais sur ce que vous disiez en disant, effectivement, c'est une chose que je fais dans les consultations, de pointer aux gens en fait leur groupe planétaire. Voilà. Leur groupe planétaire, c'est-à-dire, oui, mais là, vraiment dans le thème. Mais je rebondissais sur ce que vous disiez. Voilà, c'était un écho, c'était pas... Non, parce que ça serait, à mon avis, beaucoup trop prématuré de parler tout de suite aux gens qu'on a des conjonctions, des aspects, etc. Ça serait prématuré. Alors, il y a une autre chose aussi à laquelle je pensais, c'est que je crois que je m'attacherais quand même aussi à essayer de donner aux gens une représentation de ce que c'est qu'un thème sur le plan astronomique. Oui. Parce que je trouve que quand on enseigne l'astrologie, enfin surtout maintenant, alors il y a des ordinateurs, voilà, quand j'ai appris l'astrologie, on avait très très peu d'ordinateurs pour ça. Et donc j'ai appris avec les éphémérides, et encore on trouvait des éphémérides tous les 10 jours, il n'y avait même pas les éphémérides. À la limite, enfin, il y en avait quand même peut-être quelques-unes, mais vous les aviez peut-être pas. Parce qu'il y avait il y avait les éphémérides allemandes. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il y avait des éphémérides tous les jours. Mais probablement dans l'endroit où vous étiez, vous ne les connaissiez pas. Il y avait encore les anciennes éphémérides Mucherie, qui étaient effectivement tous les 10 jours, mais on pouvait importer d'Allemagne des éphémérides quotidiennes dont vous n'aviez pas profité apparemment. Apparemment non. Donc vous avez été obligé d'apprendre l'astrologie à la dure. J'ai appris l'astrologie à la dure avec des règles et encore les choses logarithmiques, etc. Voilà, mais ça c'était un petit peu il y a 30 ans, parce que moi j'ai commencé il y a 40 ans, donc je sais quand même qu'on avait déjà, on pouvait acheter rue Saint-Jacques des petits bouquins bleus, vous savez, des petits bouquins bleus, Deutsche Ephemeride, qui étaient vraiment quotidiens. Voilà, mais ça je les ai eu après en fait. Et donc je crois que je m'attacherai quand même à montrer cette réalité, parce que les gens maintenant, ils ont des calculatrices, des ordinateurs, etc. Alors quand ils calculent, ça sort, souvent le thème est imprimé. Je trouve que le fait de dessiner le thème, c'est quand même important pour l'intégrer. Et puis la manière de le représenter, que les gens puissent voir à quoi correspond vraiment l'ascendant, comprendre dans quel système on se place, si c'est un géocentrisme, voilà, si c'est un système géocentrique qui est utilisé, ou un système de maison, et qu'ils puissent voir à quoi ça ressemble en fait les planètes qui transitent dans les constellations, comment la Terre se place là au milieu, comment en fait les maisons se projettent sur le zodiaque, que cette idée de zodiaque fixe en fait est une fiction. Et justement qu'ils puissent comprendre quelle est la différence entre la circulation planétaire dans la bande zodiacale et puis le système des maisons. On s'appuie donc sur la rotation de la Terre, et je crois que là ça donne déjà une idée pour arriver à différencier qu'est-ce que c'est ces planètes en fait dans les signes, comment on peut penser ça, comment on peut penser en fait les maisons, et je crois que je m'attacherai à donner ces représentations, parce que je trouve que souvent c'est pas
Oui, pas je forcément comprends abordé. ce que vous voulez dire. D'ailleurs, on en parlait la dernière fois ici avec Robert Jourda, qui lui proposait de faire carrément des cours d'astronomie, en disant le célescope, enfin des espèces, vous savez, on voit les sphères se Oui, s'entrecouper, etc. Oui. Mais bon, ça m'emballe pas. Enfin, je veux dire que ça m'emballe pas. Il y a aussi une notion que j'ai introduite récemment, c'est la notion de repérage. Oui. C'est-à-dire que la carte du ciel, c'est une espèce d'inventaire. Donc, le problème que vous posez, c'est le rapport entre astronomie et astrologie, si vous voulez. Non, c'est plus le problème de la représentation. Oui, mais c'est quand même le passage de l'astronomie à l'astrologie. Et donc, si vous voulez, qui est un passage il faut expliquer dans le cours d'astrologie, effectivement, qu'est-ce qui distingue l'astrologie de l'astronomie. Bien sûr qu'il y a un lien entre les deux, mais il faut aussi montrer où le passage se fait. Et un des problèmes majeurs, justement, en vous écoutant, qui me vient à l'esprit, c'est le problème de la discontinuité. C'est-à-dire que l'astronomie a une vocation d'exhaustivité, hein, et de continuité que n'a pas forcément l'astrologie. Vous comprenez bien qu'évidemment, un astronome est obligé de tout savoir, de tout considérer, de tout étudier, etc. Bon. L'astrologie, elle fait un tri. Elle fait un tri. Tout à l'heure, c'est ce problème du tri. Tout à l'heure, je parlais de ne pas mettre toutes les planètes en vrac, mais voir les catégories planétaires. Ça, c'est une invention de l'astrologie. Le fait de, par exemple, si on prend les travaux de Gauquelin, de montrer que l'individu naît par rapport en se fixant un repère planétaire donné, qui est par exemple la planète qui se lève à l'horizon, qui ne dépend pas forcément de l'ensemble des planètes qui sont là. Oui. Par exemple, je dis, imaginez par exemple tout à l'heure vous êtes entré dans ce café, vous me cherchiez, mais pour me chercher, vous avez globalisé, c'est-à-dire que vous regardiez l'ensemble de ce qui se passait, mais en fin de compte, ce qui vous intéressait, c'était moi, en l'occurrence. Eh bien, c'est la même chose dans le thème astral. Il y a d'un côté une sorte de couverture générale de ce qui se passe au moment où l'enfant naît, le ciel natal, mais dans ce ciel natal, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est opérationnel? Et finalement, beaucoup d'astrologues pensent que tout est important dans le thème, si vous voulez. Qu'il y ait une sorte de solidarité globale de tout ce qui se passe au moment où l'enfant naît. Et c'est cette notion de solidarité qui, en quelque sorte, ferait problème. C'est comme si, par exemple, vous disiez que quand vous entrez dans cet endroit, vous allez me repérer par rapport aux gens qui sont là. C'est-à-dire, bien sûr que vous allez les localiser en les éliminant. Il faut que vous les connaissiez, que vous les repériez, mais en fin de compte, ce n'est pas eux qui vous intéressent. Oui, mais là, vous parlez d'une situation où les gens ne sont pas en dialogue. Or, dès que les gens sont en dialogue, imaginez que j'arrive à une table où tout le monde est en train de parler et que je ne connaisse pas les participants. Oui. Eh bien, ça sera très différent que si je vais dans un endroit où je vous connais vous, et je vous cherche vous, et vous ne parlez à personne. Voilà. Donc, c'est la question de savoir s'il y a un projet défini, une attente définie ou pas. Voilà. Et justement, c'est toute la question. C'est que la question est de savoir si notre rapport au ciel est polarisé par quelque chose au départ, ou s'il est polarisé par ce qui est. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est ce qui est qui va déterminer une sorte de centre de centralité du processus, ou est-ce que c'est finalement quelque chose que vous cherchez et que vous allez détecter au sein d'un ensemble qui peut-être finalement n'est pas homogène en tant que tel et n'est pas signifiant en tant que tel? C'est une bonne question pour un analyste en tout cas. C'est une question qui m'intéresse en tant qu'analyste. Moi, je donne toujours l'exemple que j'avais pas posé comme ça, mais que je trouve très intéressante. Non, mais ce qui est bien, c'est que vous êtes interdisciplinaire, donc vous n'êtes pas uniquement pour les problématiques qui vous intéressent, ce ne sont pas forcément uniquement astrologiques. C'est ça qui est bien. Donc le débat devient intéressant. Moi, je prends toujours l'exemple du policier. Imaginez qu'il y a une bombe quelque part, on arrête tous les gens à proximité et on cherche le coupable. Mais est-ce que tous ces gens-là constituent une solidarité à partir desquelles toutes les données des différentes personnes présentes vont nous désigner
la personne qui est intéressante. Eh oui. Hein, est-ce que l'inventaire de tous les gens qui sont là après leur métier, etc., va nous mettre sur la piste de la personne qui a mis la bombe éventuellement? En tout cas, comment dire, ce serait une technique d'investigation très intéressante, je pense. Mais c'est un peu celle de l'astrologue. Ouais, hein. ouais. Alors il va savoir si elle est applicable. Parce que l'astrologue, il dit, bon ben voilà, qu'est-ce que c'est que la recherche de la dominante, par exemple? C'est la prise en compte de la totalité de la carte du ciel et de se dire quel est l'élément le plus fort de la carte du ciel. L'élément le plus fort de la carte du ciel, c'est celui qui est important. Or, par exemple, si on prenait, imaginez que vous arriviez quelque part dans un endroit par là, pour savoir, imaginez que vous ne sachiez pas qui je suis, pour trouver qui je suis, est-ce que vous allez regarder la personne qui est la plus grande ou la plus vieille ou je ne sais pas quoi, et c'est pas forcément celle-là qui vous intéresse finalement. Peut-être que c'est quelqu'un de relativement insignifiant et qui donc qui sera peut-être éclipsé par d'autres personnes qui seront là, qui auront une présence beaucoup plus grande et qui ne sera pas la personne qui vous intéressera. Donc cette espèce de prise en compte de la totalité pour savoir un élément majeur, je ne sais pas ce que ça vaut. En tout cas, c'est une problématique que maintenant je pose. Le mot carte du ciel lui-même, je veux bien dire ce qu'il veut dire, c'est une sorte d'inventaire du ciel, mais qui n'est pas encore de l'ordre de l'astrologie, qui est on pourrait presque employer l'expression, c'est une épingle dans une meule de foin. Le ciel, c'est la meule de foin, et puis il faut trouver le facteur. C'est un peu ce qu'a dit Gauquelin quand il dit, comme quelqu'un dit, le sportif né avec Mars à l'ascendant, mais tout le reste, ça existe aussi. Mais ça n'est pas signifiant pour cet enfant qui va naître. Ce qui pose un problème de savoir si l'enfant choisit son moment de naissance et se repère au moment de la naissance, et repère ce qui va l'intéresser lui, mais pour le savoir ce qui l'intéresse lui, il va falloir qu'il reperçoive la totalité de ce qui existe, pour savoir où est la chose qui l'intéresse. C'est-à-dire qu'il y a un savoir qui doit être beaucoup plus important que ce que... c'est comme la culture générale, c'est-à-dire qu'il faut avoir pour appréhender un facteur, il faut toute une contextualisation qui peut aider à comprendre le facteur, mais qui ne va pas forcément aider à repérer le facteur. Enfin bon, c'est un peu complexe cette idée. Et puis alors je voudrais toucher à un autre sujet, parce que vous êtes quand même assez pressé, c'est le passage, c'est un débat que nous avons eu d'ailleurs avec Madame Campana, ici présente, c'est le... Et d'ailleurs vous l'avez vu probablement dans le programme du colloque, c'est d'ailleurs le passage du normal au pathologique. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'il y aurait une normalité de l'astrologie, oui, qui serait son message global, son message normatif en quelque sorte, le cours normal des choses, et puis il y aurait une fonction de spécialisation, comme dans tout le domaine d'ailleurs. Moi je dis toujours, un plombier c'est deux choses différentes. Le plombier c'est celui qui installe un évier, mais c'est aussi celui qui vient réparer l'évier. C'est pas du tout le même boulot. Quand il installe l'évier, il a des schémas qui doivent être bien conformes. Maintenant, quand il vient réparer, il peut se passer des tas de choses qu'il doit considérer et qui sont innombrables. C'est-à-dire que l'évier finit par devenir un cas particulier. Au départ, c'était un objet banal de série, et dès qu'il est abîmé ou perturbé, il devient un cas particulier qu'il faut étudier en tant que particulier, mais tout en voulant le replacer dans une normalité. Tout à fait. Et cet exemple du plombier, vous savez le fameux débat sur le plombier avec Obama, le plombier polonais, je ne sais pas quoi, mais là moi je remets le coup du plombier, c'est-à-dire l'astrologue et le plombier. C'est-à-dire, il y a l'astrologue plombier qui vient parler de l'installation normale des choses, et puis l'astrologue pompier qui vient voir qu'est-ce qui s'est passé, qui fait que les choses ne tournent pas normalement. Est-ce que vous comprenez est-ce que vous captez cette idée de la double fonction de l'astrologue qui à la fois est dans la norme et celui qui va être confronté à des sorties de normes en quelque sorte? Clairement, parce qu'il me semble que dans la consultation, c'est un exercice qui se fait beaucoup, ça. Oui. Il y a aussi le cas l'autre jour, je discutais avec une astrologue dermatologue, et alors elle me disait qu'elle avait un problème parce qu'elle travaille avec des maladies chroniques. Oui. Ce qui fait que la maladie n'est même pas, on ne peut même pas en sortir de la maladie. Ah oui. Donc il y a la sortie de la norme et la sortie de la maladie. Ah oui. Et donc, dans certains cas, on a l'impression, en astrologie, qu'on a du mal à sortir de l'idiosyncrasie, si vous voulez. Donc le thème releverait d'une idiosyncrasie, c'est-à-dire d'une particularité, mais avec la vocation, normalement,
d'être ramené à la norme. Mais en même temps, quelque part, l'astrologue est tenté d'installer la personne dans son idiosyncrasie, c'est-à-dire dans son particularisme, en intérinant ce particularisme au lieu d'en sortir pour ramener la personne à la norme. Mais qu'est-ce que vous appelleriez la norme là en fait? La norme telle que l'astrologie pourrait la définir. Tout à l'heure on disait, la norme c'est par exemple qu'il y a des groupes de planètes qui ont chacun leur cohérence. La norme c'est qu'il y a le fonctionnement estival n'est pas le fonctionnement automnal, que l'équinoxe n'est pas le solstice. Il y a un certain nombre de grandes catégories, de grandes appartenances qui feraient que là on aurait des grandes cohérences. Maintenant, quand on combine, ou quand il y a des interférences entre ces différents ensembles, on sort de la norme. Par exemple, je prends l'exemple classique, si vous voulez, par exemple d'un homme politique qui aurait une affaire de cœur. Bon, ben, c'est ça, c'est-à-dire que une sorte de problématique Jupiter-Vénus, par exemple. Et son histoire de maîtresse ou de cul ou de cœur viendrait interférer avec sa carrière. Oui, comme on voit. Parce qu'il y a des choses comme ça, des interférences entre des plans qui sont distincts et qui sont amenés pour des raisons diverses à se combiner et à faire problème. Et à ce moment-là, la personne, quelque part, elle ne respecte pas un certain nombre de clivages, ou essaye de transgresser certains clivages, et c'est à ce moment-là, justement, qu'elle sort de la norme. C'est la nouvelle direction dans laquelle je vais, et à ce moment-là, ça implique qu'on ait une classification des planètes. Parce qu'on a de moins en moins. Les Indiens le faisaient un peu. Aujourd'hui, un aspect, c'est un aspect. On va regarder plutôt si c'est un bon aspect ou un mauvais aspect, et non pas si on est en train de connecter deux planètes qui sont étrangères l'une à l'autre. Alors que dans l'astrologie indienne, c'est vrai qu'on fait beaucoup ça. Voilà, c'est ça. Beaucoup. Alors c'est ça qui a disparu de l'astrologie occidentale, c'est cette idée, par exemple, que un aspect entre, tout à l'heure j'en parlais, un aspect entre un signe en Gémeaux et un signe par exemple en Poisson, c'est pas la même chose qu'un aspect entre un carré Gémeaux-Poisson, c'est pas la même chose qu'un carré Gémeaux-Vierge. Parce que Gémeaux-Vierge, on est dans le domaine du rapport printemps-été, qui est relativement gérable, alors que Gémeaux-Poisson, c'est le rapport printemps-hiver qui est une problématique. Et ça aussi, ça n'est plus du tout mis en avant. Mais c'est dommage, parce que ça, pour moi, ce sont des notions très fondamentales, très importantes. Voilà, et donc la journée du 13 décembre va reprendre le problème, c'est-à-dire donner d'abord les grands clivages, et en fin de compte qui sont aussi le discours de l'astrologie sur le monde, la sagesse de l'astrologie sur le monde, le message de l'astrologie sur le monde, la représentation du monde de l'astrologie, pour ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'on a assimilé et qu'on se situe par rapport à ça, sans passer par le thème natal nécessairement, dans un deuxième temps, considérer le thème natal comme justement le lieu où l'on va aborder ce qui peut faire problème par rapport à cette structure de base. Bon, une autre question, je ne sais pas si on l'avait abordé dans notre dernière rencontre, c'est une nouvelle théorie des transits qui fait que on en avait parlé. On ne tient pas compte de tous les transits, mais on met en avant d'abord les transits qui sont déjà qui font déjà l'objet où la planète qui transite est déjà en configuration avec une autre planète dans le ciel, et pas uniquement dans le thème. Ce qui permet d'avoir ce que j'appelle de limiter le nombre de transits, de même que dans le thème, pour regarder tous les aspects, on va regarder en priorité ceux qui mettent en connexion les groupes planétaires ou zodiacaux dissonants. Que ce soit par trigone ou par la tentative de relier des choses qui sont de nature différente, comme l'hivernal et l'estival, ça correspond aux oppositions, mais par exemple ça permet, comme je voulais dire, ça permet de distinguer des aspects, des carrés dissonants, qui sont des carrés entre le monde hivernal et le monde estival, et qui ne sont pas de la même nature que les carrés dissonants entre printemps et été, ou automne et hiver. Et donc ça a déjà une différence de type de carré, comme il faut distinguer. Donc il y a déjà moins de problématiques, c'est-à-dire qu'il faudrait apprendre à l'élève déjà à s'arrêter sur une connexion entre deux types de planètes qui ne sont pas conciliables a priori, deux types de signes qui ne sont pas non plus problématiques, et s'intéresser d'abord à ça. Puisque finalement, ce que je veux dire par là, c'est que le thème astral aurait d'abord vocation non pas à décrire l'individu tel qu'il est, mais les problématiques auxquelles il est confronté
par rapport à la norme. Je crois que ça, c'est très important. Parce que, effectivement, souvent, il y a un désir d'interprétation qui fait que c'est comme s'il fallait faire un portrait de la personne, lui parler, etc., de ce qu'elle est, de ce qu'elle vit. Et parfois, il y a beaucoup de, finalement, projections là-dedans. Je pense que cette idée de regarder l'astrologie dans un fondement comme celui-là, avant même de vouloir dire qu'on fait le thème de quelqu'un, etc., ça me paraît vraiment important. Alors, la deuxième chose qui me venait, c'est aussi le fait de regarder les configurations qui vont se défaire très rapidement. Ah oui. Parce que celles-là, elles sont de la même manière assez particulières. Ah oui, donc oui, mais ça, effectivement, oui, ça, j'avais pas pensé à cet aspect Celles des qui choses. se font et se défont très rapidement, parce que celles-là, elles vont être associées évidemment au moment. Oui. Au moment du ciel, au moment. Parce qu'au fond, moi, dire j'ai un thème, voilà, c'est mon thème, c'est un moment du ciel, voilà ce que c'est. Oui. Et là-dessus, il y a une parole qui va être posée. Bon. Mais enfin, il y a aussi la question des révolutions solaires, qui sont quand même des relais intéressants, c'est-à-dire pas simplement s'intéresser qu'au seul thème natal, mais faire le thème de révolution solaire qui permet justement de voir un certain nombre de dissonances qui sont liées qui sont en porte-à-faux éventuellement avec la configuration qui est en Oui, train de bien se sûr. jouer. Après, il y a une gamme d'outils en fait, qu'on peut utiliser, bien sûr. Mais je pense qu'à la base, déjà dans le thème natal, le fait de repérer des configurations qui vont se faire et se défaire très rapidement, y compris celles qui vont se faire très très vite, Oui. je crois que c'est important. Pour rester dans une cinétique. D'accord, oui. Mais ce qui reste, bon, parce qu'on n'a pas développé tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée de donner du contenu à ces différences, voyez-vous. Ces différences, c'est-à-dire, bon, tout à l'heure on a dit il faut distinguer, mais comment distinguer? Comment distinguer la psychologie liée aux planètes rapides, la psychologie liée aux planètes lentes, la psychologie des saisons qui sont des saisons d'exil du soleil ou de chute du soleil par rapport aux psychologies des saisons qui sont plutôt de l'exaltation du soleil. Je crois qu'il y a aussi un déficit au niveau sémantique. C'est-à-dire qu'effectivement, là, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on en tire comme signification? Il ne suffit pas de dire ça existe ou pas existe. Qu'est-ce qui distingue fondamentalement, par exemple, pour prendre un cas classique, Mars et Vénus? Parce que Mars et Vénus, on oublie trop souvent que c'est deux groupes de planètes, c'est deux planètes différentes. C'est-à-dire qu'elles sont différentes. Vénus fait partie du groupe des planètes qui sont liées à l'année, et Mars est déjà dans le dépassement de l'année, puisque c'est quand même près de 2 ans, etc. Donc c'est bon. Et donc finalement, j'en parlais tout à l'heure hier avec Juliette Campana, le martien n'a pas la même éthique que le vénusien, n'a pas les mêmes valeurs que le vénusien. Et donc vouloir combiner dans sa vie, pour des raisons diverses, des valeurs qui sont parfois inconciliables, qui sont antagonistes, c'est là qu'on va toucher à un problème important chez la personne. La plupart de nos problèmes viennent de ces transgressions. Alors, par exemple, vous, je ne suis pas en train de vous faire passer un examen, mais je veux dire... Surtout avec le décalage horaire, je vous prierai de m'épargner ça. Mais il ne faut pas le voir comme un examen, mais disons qu'il faut le prendre comme un truc comme ça, des beautés, c'est-à-dire, c'est une question... Non, parce que c'est banal, finalement. C'est dit, qu'est-ce qui distingue, finalement, le type martien du type vénusien, et en quoi peuvent-ils s'entendre, en quoi sont-ils sur des planètes, carrément, disons-le, sur des planètes différentes. Et j'ai l'impression que Mars et Vénus, c'est quand même des planètes qui sont très très embrouillées aujourd'hui, parce qu'on a Mars et Vénus du printemps, Bélier, Taureau, oui. On a Mars et Vénus de l'automne, Balance, Scorpion, et ça, et en plus qui se trouve donc en opposition. Donc on a un Mars-Vénus printanier et un Mars-Vénus automne qui sont donc opposés. Comment peut-il se faire que deux planètes de nature différente se retrouvent dans le même espace saisonnier, et inversement que la même planète se retrouve dans deux saisons opposées? Voilà des questions aussi qu'il faut aborder, et qui ne sont pas non seulement... Il ne s'agit plus, non. Alors là, il ne s'agit plus, Hélène Bourgogne, simplement de comprendre quelque chose, mais pas simplement de corriger. Corriger un savoir qui peut lui-même être fautif. Donc c'est un autre souci, c'est-à-dire le droit
de réformer en quelque sorte, de réformer ou de rectifier quelque chose qui a pu, en cours de route, pour des raisons qui sont à étudier bien évidemment, qui a pu en cours de route perdre du sens. C'est donc ça, c'est la perte du sens. Est-ce que parce qu'il y a aussi la démarche apologétique qui dit bon ben voilà, on va essayer de comprendre ce que nous dit la tradition, mais on ne va pas essayer forcément de la on va pas forcément essayer bon ben voilà, c'est petit. On va pas essayer forcément de la rectifier ou de la rétablir. On retombe dans le code de normes. Il y a une pathologie de l'épistémé, c'est-à-dire qu'il y a des savoirs qui se corrompent en quelque sorte, et qu'il faut donc rétablir. Et ça aussi, c'est un problème. Beaucoup d'astrologues n'assument absolument pas l'idée qu'un savoir puisse être sorti de ses gonds, c'est-à-dire puisse être sorti de ses axes. Le cas classique étant la fameuse théorie de l'axe Cancer-Lion, qui est l'articulation symétrique des domiciles, alors que l'axe Cancer-Lion n'est pas l'axe solsticial. Et que l'axe Cancer-Lion, il divise deux signes, il sépare deux signes d'été. Il n'y a pas de raison de séparer fondamentalement deux signes d'été, alors qu'il peut y avoir une séparation plus fondamentale entre un signe de printemps et un signe d'été. Donc là aussi, on revoit, il y a pas mal de chercheurs dans l'histoire de l'astrologie française du XXe siècle qui ont abordé ces problématiques. Tu peux peut-être tenir... non, mais pas tenir, mais tenir carrément à la main. Qu'est-ce qu'il y a à chercher là-dessus, par exemple? Des gens comme Néroman, par exemple, comme Carteret, comme Jean-Pierre Nicolas, à sa façon. Jean-Pierre Nicolas, c'est un peu ce qu'il a fait, à sa façon. Il a découpé en trois groupes les planètes rapides, les planètes Jupiter, Saturne, qu'il appelle E, et puis les planètes transsaturniennes, qu'il appelle T. Lui, il a trois groupes. Moi, j'ai tendance à vouloir travailler sur deux groupes, donc trois groupes. Ce serait c'est-à-dire que je laisse de côté les transsaturniennes. Vous m'aviez dit la dernière fois. C'est-à-dire que c'est les deux ailes. C'est-à-dire qu'il y a, on s'arrête à Saturne, mais on a comme une dualité. Et justement, je reviens de Londres, là, où j'ai appris une chose très intéressante de Nicolas Campion. Tu peux filmer quand c'est moi qui parle? Non, mais en tout cas, quand je parle, tu filmes vers moi, s'il te plaît. Et il disait qu'on avait appelé, les Égyptiens appelaient Horus les trois planètes Mars, Jupiter, Saturne. Elles avaient toutes les trois le nom d'Horus, mais des Horus différents. Donc ça veut dire que quelque part, on a une même entité qui est déclinée sous trois catégories différentes. Alors ce serait des phases différentes en fait? Ce seront des modalités différentes du même principe, tout comme il y a des modalités différentes du même principe, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Soleil. Voilà. Donc effectivement, il faudrait avant d'aborder la planète séparément, aborder des familles de planètes. De même qu'il faut, avant d'aborder les signes séparément, il faudrait aborder des familles de signes. Oui, c'est-à-dire là, il y aurait une réflexion à partir de principes. Voilà, un principe qui inclut une diversité, la subdivision à l'intérieur de cette famille est devenant dans un deuxième temps. Et ce deuxième temps, au niveau pédagogique, justement, c'est un deuxième temps. C'est-à-dire qu'il faudrait commencer par un premier temps, en parlant d'ensemble de planètes, pas dans le thème, n'est-ce pas, d'ensemble de signes, et puis après, se demander comment on différencie le bélier du taureau, le taureau du gémeaux, etc. Mais ne pas commencer tout de suite par cela, parce qu'aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens démarrent immédiatement sur chaque signe, font abstraction des grands ensembles et des grandes dualités. Et merci, c'est gentil. Chez nous à Paris. Donc on vous a interrompu, là vous étiez en train on était en train de comprendre qu'il fallait travailler sur des globalités, des ensembles, avant de passer à la notion de subdivision supplémentaire. Et je disais que très souvent aujourd'hui, le schéma de l'enseignement traditionnel en astrologie, c'est on étudie chaque signe, on dit chaque fois c'est un signe de tel élément, etc. Et on en fait une sorte d'entité séparée et qui est complètement déconnectée du signe d'avant et du signe d'après quasiment. Hein. Et ça, à mon avis, c'est fâcheux tant au niveau de l'enseignement qu'au niveau globalement de
de la formation de l'élève, enfin, du contenu de l'astrologie et du message de l'astrologie. Allô? La Juliette Campana donc, a enseigné l'astrologie il y a une vingtaine d'années à la faculté libre d'astrologie de Paris. Elle a été formée par nous et on avait une politique à l'époque de formation, mais aussi on donnait aux professeurs, aux élèves l'occasion d'enseigner. Et donc là, elle est installée depuis très peu de temps, mais pas en tant qu'astrologue, dans la région à Marcy-l'Étoile. Et donc, elle voudrait avoir des occasions de se plonger dans la pratique de la consultation, dans l'enseignement de l'astrologie. Et je me demandais si vous ne pourriez pas éventuellement la prendre comme stagiaire ou comme assistante, ou je ne sais pas quoi. Enfin, je ne sais pas. Il faut qu'elle se remette un petit peu à niveau peut-être, parce qu'elle a arrêté depuis longtemps enfin, en tout cas, c'était un contact que je lui avais proposé. En tout cas, le contact, on peut certainement voir postérieurement voilà, aujourd'hui, prendre contact, se parler, voilà, c'est évident. Oui, voir s'il est possible de faire. Bon, la modalité, ça, je l'ignore, mais se rencontrer, se parler, voir s'il est possible. Oui, alors elle est très imprégnée d'astrologie. L'astrologie joue un rôle important dans sa vie, personnellement. Mais effectivement, toute la question est... Je crois que tu préfères plutôt enseigner que consulter, finalement, non? Oui, parce que j'ai trouvé que c'était très très lourd, justement, les consultants venant pour des gros soucis. C'est vrai qu'à l'époque, ça me coûtait quand même pas mal. Étant très consciencieuse aussi, je voulais bien répondre, énormément de travail. Après, la personne avait du mal à décoller au bout de 2 heures. Donc, voilà, je pense qu'effectivement, je pense pas que je pourrais en faire une activité principale. Il faudrait vraiment que ce soit très ponctuel. Peut-être justement pour enrichir un éventuel enseignement assez vaste. Mais alors, l'enseignement, donc justement, il faudrait qu'il se fasse selon des normes nouvelles. Dans un cadre celles que parce que là, on retombe dans des vieilles pratiques de l'enseignement des années 30-40 ans qui sont un petit peu dépassées. C'est un peu éculé, oui. Alors donc, là, c'est tout l'objet, c'est-à-dire de proposer des programmes d'enseignement à toutes les structures, aussi bien individuelles que collectives, qui sont d'enseignement, dans le cadre d'une association qui pourrait s'appeler l'association pour la recherche de l'enseignement astrologique, de la pédagogie astrologique, de l'ARPA, l'association de recherche sur la pédagogie astrologique, qui aussi aurait un intérêt qui serait aussi de la façon dont on présente l'astrologie au public. Parce que finalement, introduire l'astrologie dans l'enseignement, c'est quelque part être l'interface au niveau aussi de comment le public, partir de ce que le public imagine, par exemple les fameux 12 signes qui sont la base de l'astrologie médiatique, comment passer, quelle est l'interface, quel est le sas entre cette astrologie médiatique que connaît le public, qui est une astrologie du collectif, qui est une astrologie quand même de l'appartenance à un signe, etc. Et tout d'un coup on les précipite comme ça, violemment en quelque sorte, dans une astrologie de l'individualité du thème natal. Et à mon avis, entre les deux plans, il y a quand même des étapes intermédiaires qu'il faut ménager et qui souvent ne sont pas ménagées. On leur dit non, c'était pas ça du tout la bonne astrologie, on tient donc même pas compte de la sensibilité qu'ils ont eue avec cette astrologie-là, quelle que soit sa valeur. Néanmoins, il y a quelque chose à chercher. Il faut respecter cette demande d'astrologie qui est passée par le filtre des 12 signes, et puis la renégocier. Mais il ne s'agit pas de dire simplement tout ça c'est de la foutaise, l'astrologie n'a rien à voir avec l'idée que que des tas de gens aient les mêmes valeurs. Et ça qui est un discours beaucoup trop radical. L'astrologie peut très bien amener l'idée qu'il y a des valeurs qui sont communes à des populations importantes. Et donc cette idée de précipiter tout de suite dans l'idiosyncrasie de l'individualité spécifique, etc., c'est ça aussi qui est en procès. J'entends. Voilà. J'entends. Voilà, donc parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc c'est de cela dont on parlera le 13 décembre, si vous arrivez à vous échapper en fin d'après-midi de la réunion de l'UNESCO. En fin d'après-midi, oui, je ne pense pas que ça durera jusqu'à 20 heures. Non, je ne pense pas. Donc à ce moment-là, au pire, vous prenez un
taxi, je sais pas. Vous avez déjà sur Paris? Oui, je serai passé, mais il y a le colloque pour le centenaire de la naissance de François Dolto. Et voilà, il y a 3 jours de conférence, ça va être très intéressant. Et donc je suis inscrite déjà depuis longue date. Alors c'est dommage, souvent les bonnes choses tombent en même temps. De toute façon, vous ne peut-être pas venu autrement, de toute façon. Mais j'y suis souvent à Paris. Ah oui, c'est vrai, vous m'aviez dit que vous étiez souvent à Paris. Oui, il aurait fallu qu'on coordonne, effectivement. J'y suis à peu près 2 à 3 fois par mois. Quand même, hein. Ah, oui. 2 ou 3 fois par mois. Oh là là, alors il faudrait vraiment, effectivement, s'organiser une autre fois. Comment? Beaucoup de Lyonnais sont impliqués dans des trajets sur Paris. C'est vrai que maintenant avec le TGV, on peut plus encore voilà, prendre son temps. Oui, tout à fait, Même au sein des absolument. entreprises, La distance maintenant se mesure avec le temps, pas avec des kilomètres. Mais écoutez, alors on essaiera de mettre sur pied quelque chose, peut-être en 2009, puisque j'ai l'impression quand même que vous êtes très réceptive à des réflexions de ce genre. J'aime beaucoup parce que j'ai appris l'astrologie seule, en lisant. C'est comme ça que ça s'est passé. Et ensuite j'ai commencé à consulter. Très rapidement s'est posé pour moi la question de savoir ce qui se passait dans l'entretien. Qu'est-ce qui se passait entre la personne et moi. Au-delà des débats que je pouvais entendre après dans les salles d'astrologie sur les histoires techniques, etc. Moi ce qui m'intéressait c'était qu'est-ce qui se passait dans l'entretien. Et ça m'a très rapidement orientée vers la psychanalyse en fait. Déjà pour en faire une moi-même. Et puis après pour me former. Et c'est vrai que d'une certaine façon ça m'a donné à la fois un certain recul par rapport à l'astrologie, mais dans le même temps c'est encore plus de connaissances qui est très très passionnant et qui a en même temps qui m'a élargi dans ma perception, même par rapport à d'autres analyses. Enfin, je ne parle pas d'autres analyses, je veux dire, mais la grille analytique, c'est plutôt ça que je voulais dire. Elle-même ses limites. Tout à fait limite. De toute façon, c'est un enrichissement réciproque. Voilà, alors je suis intéressée évidemment pour élaborer les choses et puis moi j'aime bien. D'autant plus que je crois qu'à partir du moment où l'astrologie clarifie son discours, il y a des passerelles plus évidentes qui se constituent avec d'autres disciplines qui n'existeraient pas s'ils restaient dans une espèce de fossilisation ou de cristallisation qui est acceptée telle qu'elle. Dès qu'elle fait un travail de ressourcement sur des grands principes, elle trouve forcément des connexions avec d'autres domaines. Tout à fait. Alors je trouve que repenser l'astrologie, la penser, l'approfondir, élargir, entendre les propos des autres, voilà, c'est passionnant. Et je suis réceptive effectivement à ça. Très bien. Bah, écoutez, vous êtes un élément solide. On essaiera la prochaine fois de nous ajuster sur votre emploi du temps, parce qu'apparemment vous êtes très souvent à Paris.